Bonsoir à tous, donc Mathieu Le Bourris. C'est un plaisir d'être là ce soir pour vous parler de choses assez techniques, de voir tant de gens qui sont venus pour ça, c'est sympa. On s'était dit qu'on allait commencer les présentations par une introduction un peu théorique, partir un peu des bases sur la ventilation. Faire 2-3 rappels, on va dire, notamment réglementaires, parce que une des questions qui revient souvent, c'est comment ça se passe au niveau de la justification, des justifications de la réglementation. Et avant ça, je voulais quand même rappeler, partir un peu de la question. La première question, c'est pourquoi est-ce qu'on ventile les bâtiments, et ça permet de voir qu'il y a plusieurs typologies d'installations, de systèmes qui vont répondre à différentes manières, différents besoins. En fait, il faut différencier deux grandes typologies. C'est qu'on ventile des locaux en premier lieu, c'est souvent pour des questions hygiéniques, donc renouvellement d'air vis-à-vis de la pollution intérieure des bâtiments, donc intérieur qui vient essentiellement de la respiration, de la présence humaine, mais aussi de différents polluants qu'il peut y avoir à l'intérieur du bâtiment, par les matériaux de construction, le mobilier et tout un tas de choses. Et la deuxième grande raison pour laquelle on ventile, c'est pour le confort d'été. C'est pour aider les bâtiments à ne pas surchauffer en été. Et donc on va se servir de la ventilation, notamment naturelle, pour renouveler l'air, pour chasser les calories de la journée. C'est quelque chose qu'on fait souvent de nuit, pour profiter de la différence de température. Et dans une sous-catégorie de la ventilation de confort d'été, des fois on ventile aussi la journée, mais là vraiment très fortement, le plus possible, pour créer de la vitesse d'air dans l'espace, avoir vraiment une sensation de sentir presque le vent passer, parce qu'on sait que quand il fait chaud, en gros un des mécanismes pour supporter la chaleur, c'est l'évapotranspiration, et que le fait d'avoir un brassage d'air et une vitesse d'air importante sur la peau, ça aide ce mécanisme, c'est le mécanisme physiologique. C'est ce qui se passe quand on crève de chaud l'été, qu'on se met dans la voiture et qu'on roule à toute vitesse, les fenêtres ouvertes, en fait rapidement ça va mieux, alors qu'en fait il fait toujours exactement la même température. Et voilà, donc il y a ces trois, en tout cas pour dire qu'il y a ces deux... Ou à vélo, pardon, mais à vélo, voilà. On a chaud aussi parce qu'on pédale, donc il y a l'activité métabolique qui rentre aussi en jeu. Ça peut devenir compliqué à tout détailler. Et donc, pour vous donner un ordre de grandeur aussi, ventiler pour des questions de renouvellement d'air hygiénique, confort d'été, deuxième sujet. Il y a aussi un troisième sujet dont on parle moins, c'est l'aspect sanitaire et puis la pérennité du bâti, parce qu'un bâtiment qui est mal ventilé, il peut aussi avoir des problèmes d'humidité, et puis il y a aussi une problématique de conservation des structures, et puis des enveloppes du bâtiment sans condensation, et la ventilation y participe de manière importante. Mais cette troisième problématique, elle est un peu liée à la première, parce qu'en fait, si on ventile, si on a besoin d'évacuer de l'humidité dans le bâtiment, c'est bien parce qu'il y a des occupants, et qu'on doit ventiler avant tout pour des questions hygiéniques, notamment dans les pièces humides, où on a des douches, des choses comme ça, qui produisent beaucoup de vapeur d'eau, et la ventilation, elle vient pour gérer ce sujet-là. Et donc, quand on ventile pour des raisons hygiéniques, en général, on va avoir besoin de ventiler très peu. On va surtout parler de quantité d'air en mètres cubeurs, c'est-à-dire en débit. Donc un débit, 1 mètre cube par heure d'air qu'on doit apporter par personne, par occupant, parce que du coup la ventilation est vraiment liée à l'occupation. Par contre, quand on va chercher à ventiler pour améliorer le confort d'été, là on parle plutôt de volumeur, c'est-à-dire on va regarder combien de fois on arrive à renouveler tout le volume d'une pièce dans l'heure, et on va parler de quantité d'air beaucoup plus importante. Donc en ventilation hygiénique, quand on rapporte malgré tout les débits par personne à quand même un renouvellement d'air par local, on va être sur des débits relativement faibles, de l'ordre de 0,5 volumeur, c'est dans les logements à peu près, parce qu'on fait des logements modernes, et quoi, ça serait pas mal de faire un peu plus. Ça veut dire qu'on renouvelle l'air
enfin, il nous faut 2 heures pour renouveler l'air d'une pièce. Et puis dans des salles qui sont plus occupées, ça va aller jusqu'à 1 ou 2 volumeurs. Donc on va renouveler 2 fois le volume de la pièce dans l'heure. Et si on cherche à faire du confort d'été, il faut plutôt renouveler 10 à 20 fois, voire 30 fois le volume de la pièce dans l'heure, voire 40, 50 ou 60 fois si on veut vraiment qu'il y ait une vraie vitesse d'air dans la pièce et que ça ait un effet sur le confort thermique. Alors, voilà. Pour juste vous donner un peu les raisons et aussi pour introduire la suite, c'est-à-dire que je vais faire un petit rappel sur la réglementation, et la réglementation ne concerne que du coup la ventilation hygiénique. Tout ce qui est confort d'été, et aussi je vais moins en parler là maintenant parce que les projets que je vais vous présenter à Rosny-sous-Bois ont la particularité d'avoir mis en place des systèmes de ventilation hygiénique qui ont été surtout pensés sur la partie hygiénique, qui vont aussi servir un peu le confort d'été. Et je vous expliquerai comment. Mais voilà, c'est pour que vous ayez cette notion en tête. Voilà. Je vous ai mis une image derrière qui n'a absolument rien à voir avec ce que j'étais en train de vous dire. C'était juste pour ne pas commencer par ça. Sinon, je ne sais pas si vous seriez encore là. Mais c'était juste c'est un petit rappel historique pour juste dire d'où vient tout ça. D'où viennent les réglementations hygiéniques sur la qualité de l'air, et on voit que ça commence à la fin du 19e, d'abord sur les locaux de travail. Donc les premières réglementations qu'on trouve sont applicables aux usines et aux locaux de travail. Ensuite, un peu plus tard, on commence à avoir les premiers textes qui parlent de la qualité d'air plutôt dans les logements, liés en fait plutôt au feu de cheminée, et pour s'assurer qu'on n'ait pas de mauvaise ventilation, pas de poussière et puis de résidus de combustion dans les logements. Et puis on a une date importante en 1937 parce qu'on a le premier règlement sanitaire départemental type. Donc c'est un espèce de document qui va perdurer et qui perdure jusqu'à aujourd'hui, qui est en gros la réglementation gouvernementale qui définit comment on doit gérer un peu tous les sujets sanitaires dans un bâtiment, que ce soit sur la plomberie, les évacuations, etc., y compris la ventilation. Et ça commence donc à ce moment-là. Début des années 70, on a les grands principes en fait, de ventilation générale et permanente dans les logements qui arrivent. Bon, je ne vais pas trop en parler, parce que comme le sujet ce soir, c'est plutôt les écoles. C'est moins le sujet. Et puis après, en fait, à partir des années 70, on a, en plus de ça, les sujets énergétiques qui arrivent avec le premier choc pétrolier et la première réglementation thermique qui commence à intégrer le fait que dans les constructions, le renouvellement d'air participe à créer des besoins de chauffage. Et donc, comme le disait Jean-Pierre tout à l'heure, pour ceux qui étaient là, la dernière révision importante du règlement sanitaire, c'est 1978. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est encore... la base réglementaire date d'il y a presque 50 ans. Et pour donc, le RSDT, c'est ce qui traite de tout ce qui est ERP, ERP, et puis un peu plus tard, on a un arrêté important sur le logement. Donc en fait, aujourd'hui, les 3 principaux textes qui définissent ce qu'on va faire en ventilation sont le RSDT qui définit ce qui se passe dans les ERP, l'arrêté du 24 mars 82 pour les logements d'habitation et pour les locaux qui sont soumis au Code du travail, le Code du travail. Et du coup, j'ai essayé de passer quand même assez rapidement sur les différents sujets, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que, bon, je vais aller vite, mais c'est que en fait, dans chacun de ces textes-là, il y a toujours quelque chose qui dit on doit ventiler les locaux. Si on le fait de manière naturelle, on le fait comme ça. Et si on le fait de ventilation mécanique, à ce moment-là, on doit respecter des débits. Donc souvent on nous pose la question, mais comment vous faites pour justifier que vous respectez les débits ? Déjà, une première porte de sortie, c'est de dire, selon ces textes-là, on peut tout simplement dire qu'on ouvre les fenêtres, et ça respecte la réglementation. Alors, la seule exception, c'est quand même plus pour le logement, puisqu'il est écrit un peu texto qu'il faut quand même satisfaire les débits dans les différentes pièces, avec des débits qui sont donnés au niveau de l'extraction dans les pièces qui produisent de la vapeur d'eau, donc cuisine, les pièces humides.
donc j'ai plutôt passé donc sur le RSDT. Donc ça, ce sont les débits qui font foi aujourd'hui et qu'on retrouve un petit peu partout. Donc pour vous donner les premiers ordres de grandeur, ce qu'on retrouve un peu partout, c'est les fameux 18 mètres cubeurs. Donc c'est un peu ce qui fait la base de quasiment tous les dimensionnements, donc en ventilation mécanique principalement. Mais en fait, dans le RSDT, il est écrit aussi que dans un certain type de locaux, donc salle de réunion, spectacle, foyer, restaurant, etc. Donc il y a pas mal de locaux, mais pas tous. En fait, on a le droit de ventiler par ventilation naturelle à condition qu'on ait un certain volume par occupant et qu'on ait une surface minimum d'ouvrant. Donc cette disposition permet de dire qu'on fait de la ventilation naturelle sans avoir à justifier les débits. En particulier dans les écoles, il y a des guides là, qui ont été mis à jour tout récemment et qui en fait encouragent à faire de la ventilation naturelle. Donc c'est un document qui émane du ministère de l'Éducation nationale. Donc c'est assez intéressant parce qu'ils ont, dans leur dernière mise à jour, ils ont mis une photo de l'école des Boutours, donc ils ont mis en avant ce projet-là et de manière générale ils encouragent beaucoup à la ventilation naturelle, en faisant quand même un petit rappel au règlement sanitaire départemental avec des débits. Donc c'est un petit peu, comment dire, un petit peu de flou, je trouve, dans l'application de ce document-là, parce qu'il parle un petit peu des deux, sans dire comment on fait quand on atteint tout à fait les débits en ventilation naturelle. Et puis dernier document important, c'est le code du travail qui marche à peu près pareil. On a des débits à respecter quand on fait de la ventilation mécanique, et quand on fait de la ventilation naturelle, eh bien on peut le faire à condition qu'on ait de la même manière un volume minimal par occupant, et puis qu'on précise bien qu'on ait des fenêtres qui donnent bien sur l'extérieur et pas sur un garage ou je ne sais quoi. Donc ça, ce sont les débits, donc en code du travail, les débits de base sont un petit peu plus importants. Et pour finir, sur cette partie réglementaire, juste vous dire qu'il y a des évolutions qui sont en train d'arriver, voilà. Ils ne sont pas exactement dans la réglementation, mais là on a vu dans un certain programme d'école arriver des demandes un peu différentes et qui émanent du Haut Conseil pour la sécurité publique, qui est... Voilà, santé publique, ouais. Oui, c'est un peu différent, santé et sécurité. Qui demande en fait non plus d'atteindre certains débits, mais qui demande de respecter un certain niveau de concentration de CO2. Vous avez sans doute entendu beaucoup parler de taux de CO2 pendant le Covid, parce que ça a été, c'est un peu sorti, comment dire, dans le débat public, c'est le fait que de suivre le taux de CO2 dans les locaux, c'était un bon indicateur du confinement et du coup de la qualité d'air, notamment du risque de propagation du virus. Et du coup, là, cet avis dit il faut qu'on essaie d'atteindre 800 ppm dans les locaux occupés. Et 800 ppm, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ventiler énormément. Et c'est là où on voit qu'il y a un truc qui va peut-être se passer, c'est que ça, c'est le tableau qui est récapitulatif d'une norme qui définit... donc une norme, c'est quelque chose qu'on peut ne pas appliquer, c'est qu'on veut faire mieux que la réglementation. Et cette norme dit elle définit des classes de qualité de l'air, donc la meilleure, la 1, jusqu'à la dernière, la pire qui est la 4. Et selon cette norme, en fait, les 18 mètres cubeurs qu'on voit ici, en fait, correspondent à la pire catégorie. Et ça correspond à une concentration de CO2 à peu près de 1600 ppm. Et si on veut se rapprocher de 800 ppm à l'intérieur, ça veut dire qu'on oscille sur un renouvellement d'air plutôt entre 45 et 70 mètres cubeurs. Donc vous voyez qu'en fait on multiplie quasiment par 3 les débits, et ça, en fait, ça change un peu tout par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui dans les bâtiments, parce que faire passer 3 fois plus d'air dans les tuyaux, ça veut dire des conduits de ventilation 3 fois plus gros, des CTA 3 fois plus grosses, et quand on fait de la ventilation naturelle, ça dimensionne aussi à la hausse tout ça. Je regarde juste l'heure. Ouh, bon, je vais passer 2-3 trucs alors. Pour quand même un peu parler des projets de Rony.
c'en est pas un, mais c'était quand même oui, c'était la deuxième partie de l'introduction. Parce qu'il y a eu quelques questions tout à l'heure concernant les questions énergétiques en fait sur la ventilation, parce que oui, effectivement, quand on fait de la ventilation naturelle, bah oui, ça fait on perd de la chaleur, il y a des déperditions qui semblent un peu moins contrôlées, et c'est vrai que notamment quand on fait du simple flux, on a de l'air chaud qui sort. Donc là, c'est juste deux schémas qui vous montrent que vous avez vu dans l'expo. La ventilation naturelle simple flux, qui est le cas le plus courant. En fait, on prend l'air par les façades et puis on a des conduits qui l'évacuent quelque part en partie haute. Donc c'est ce qu'il y a de plus simple à mettre en œuvre. Et ça veut dire que là, c'est de l'air à 20 degrés qui sort. Donc tout ça, c'est de la chaleur qu'on évacue. Et de l'air froid qui rentre, donc on a des déperditions. Alors que les systèmes double flux permettent de se croiser l'air neuf qui rentre froid avec l'air qui sort, et pour qu'il restitue une partie de la chaleur à l'air qui vient donc ventiler le local, et ce qui fait que d'un point de vue thermique, on est bien meilleur. Et tout ça, ça explique en fait pourquoi on a essayé de le mettre en place à Rosny. Ouais, je vais vous présenter. Est-ce que vous pourrez, si je vous présente ça quand même rapidement, parce que en fait, ce que ce petit graphique montre, c'est que un système de ventilation, il va avoir tendance à, il va avoir une espèce de signature énergétique qui va lui faire consommer ramener plus de déperdition dans le bâtiment au fur et à mesure qu'il fait froid. Donc, ce que ça montre là, c'est la puissance de chauffage, vraiment plutôt la puissance énergétique qui est induite par la ventilation. Donc quand il fait 20 degrés en ventilation naturelle, elle est quasiment nulle, hein, parce qu'il fait 20 degrés dedans, 20 degrés dehors, et si on ventile, bah, il ne se passe rien, d'un point de vue thermique. Et puis plus il fait froid, forcément plus cette déperdition de chaleur est importante. Donc on va avoir quelque chose de linéaire. Si on récupère 50% de la chaleur extraite, c'est ce qu'on fait sur les écoles de Rosny à peu près, on va avoir une courbe qui va avoir qui est un petit peu plus plate. Et ça, c'est une courbe qui montre ce qui se passe avec de la ventilation mécanique double flux, donc qui va récupérer 90% de la chaleur, donc elle va avoir très peu de déperdition. Par contre, elle va avoir un espèce de talon, c'est-à-dire que même quand il fait 20 degrés dehors, vu qu'on fait tourner des ventilateurs, on a toujours un peu de consommation résiduelle. Et si en plus on prend en compte le fait que les occupants eux-mêmes dégagent de la chaleur dans les locaux, en fait, là le cas que je montre, c'est sur justement une classe type. On imagine qu'on a à peu près une trentaine de personnes dans la salle et qu'on vise 25 mètres cubes par personne, ça fait un certain débit au global. Et en fait, ces 28 personnes, elles vont dégager quasiment 2000 watts de puissance thermique. Donc en fait, toutes les courbes sont un petit peu abaissées par le bas. On voit que la ventilation mécanique double flux, elle a une courbe plate, parce qu'en fait, quand on récupère complètement la chaleur, en fait, même quand il fait -5 dehors, l'énergie qui est dégagée par les occupants suffit à combattre les déperditions de la ventilation double flux. Donc en fait, elle ne consomme plus que sa consommation électrique des ventilateurs, qui est constante, voilà, quelle que soit la température extérieure. Et puis on a toujours les deux courbes de la ventilation naturelle avec plus ou moins de récupération de chaleur. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, finalement, ce graphique montre que jusqu'à à peu près 8 degrés extérieurs, la ventilation naturelle est quasiment plus intéressante que la ventilation mécanique double flux. Et si, encore plus, si on arrive à faire de la récupération de chaleur, on voit que là, potentiellement, elle est tout le temps plus intéressante. Et que comme, par ailleurs, ça c'est un histogramme qui vous montre les températures sur l'année, finalement, les températures autour de 8 degrés, c'est quand même une bonne, et au-dessus, c'est quand même une partie très importante de la consommation de chauffage. En fait, quand on croise ces deux informations, on se rend compte que en fait, que ça peut assez facilement tourner à l'avantage de la ventilation naturelle, même quand on fait juste du simple flux. Voilà. Je vais passer ça. Et donc ça, c'est un exemple concret sur un des projets qu'on a fait à Rosny, où on montre les bilans. Donc ça, c'est issu de simulation thermodynamique. On voit comment les besoins de chauffage, donc ce sont les kilowattheures par mètre carré, en fait, vont augmenter assez significativement en fonction du type de ventilation. Puisqu'effectivement, voilà, le petit rappel des bâtiments d'aujourd'hui qui ont une enveloppe très performante, en fait, une fois qu'on fait des enveloppes quasiment passives,
à la fin, un des gros trucs qui reste en consommation de chauffage, c'est quand même ce qui arrive par la ventilation. Donc en fait, une ventilation de double flux qui ont un super rendement, on va être sur 14 kWh au mètre carré de besoin. Alors que si on fait de la ventilation naturelle, on fait quasiment plus que x2. Et si on arrive à avoir une ventilation naturelle avec un rendement intermédiaire à 50%, on est quelque chose entre les deux. Et par contre, là, on n'a pas de ventilation de consommation de ventilateur. Donc quand on fait le total, on voit que on est à peu près kiff-kiff, on va dire, entre ces deux solutions en énergie finale, et que celle-ci est beaucoup moins performante. Mais par contre, si on prend en compte que l'électricité, d'un point de vue ressources primaires, il faut la multiplier par 2, voire plutôt 3 même, pour considérer que quand on a 1 kWh d'énergie qui arrive sur notre compteur EDF, en fait la centrale nucléaire elle a dégagé 3 kWh d'énergie. Donc c'est en fait toute la réglementation thermique aujourd'hui se passe plutôt sur l'énergie primaire, c'est vraiment ce qui correspond plus véritablement à la ressource prélevée dans la nature. En fait on voit que les solutions de ventilation naturelle sont, même sans récupération de chaleur, sont presque aussi intéressantes avec de la ventilation mécanique. Donc je vais passer à une présentation de quelques projets de RODI. Donc en fait on a ce que je vais faire là, c'est que je vais vous présenter une succession d'écoles sur lesquelles on a travaillé, dont 3 sont livrées et 2 sont en chantier, juste pour vous montrer la manière dont ça a été pensé, réalisé, et puis les petites évolutions qu'il y a pu avoir sur les différents projets, puisqu'en fait, en gros, on va parler essentiellement de ventilation naturelle avec récupération de chaleur. Donc la première école sur laquelle ça a été fait, c'est sur l'école des Boutours à Rosny-sous-Bois, où on voit bien les tours là qui émergent. Et du coup, ce schéma là montre le principe, puisque la complexité quand on fait de la ventilation naturelle avec récupération de chaleur, c'est qu'il faut trouver une manière de faire se croiser l'air qui rentre et l'air qui sort, ce qui n'est pas trop évident à faire a priori. Et là, comme on partait sur un bâtiment de plein pied, parce qu'il s'agissait de la rénovation juste une rénovation, c'est la transformation d'une halle de marché en une école. Vous voyez une coupe type du bâtiment où en fait il y avait 4 chaînes comme ça. En fait, on a installé à certains endroits du bâtiment des tours à vent qui nous ont permis aussi de venir installer une prise d'air. Parce que le schéma classique, donc on a vu, qui est de prendre de l'air neuf pas des façades et l'évacuer par une tour, ne permet pas vraiment d'avoir un croisement entre les deux. Donc là, on a fait en sorte que la prise d'air se fasse non plus par les façades, mais au pied de la tour. Donc ce qu'il faut imaginer, c'est que la tour, elle a deux compartiments. Un compartiment en bas qui est la prise d'air. Donc il faut voir que dans le plan, je vais vous montrer la photo. En fait, vous voyez que l'air va rentrer ici par un flanc de la tour. Enfin, par le flanc et puis dans ce compartiment bas. Hop, pardon. Donc ce compartiment de prise d'air va être mis en relation avec un échangeur à plaques, là, comme vous en avez vu dans l'expo, et puis après mis en relation avec l'intérieur. Donc l'air neuf va venir cheminer ici, tac, se retrouver dans le plénum, et puis une dépression va être créée au niveau de l'extraction, et qui elle va être mise en relation directement avec la base de la tour, et donc la tour qui va créer la hauteur de tirage. Donc en fait en hiver, ce qui va se passer, c'est que la tour elle va nous aider à aller capter les vents vraiment en émergence, donc elle va toujours créer une dépression parce qu'elle est vraiment en tête et voilà, elle va créer une dépression permanente quand il y a du vent. Quand il y a moins de vent, c'est le tirage thermique qui va prendre le relais, et vous voyez que là, la hauteur de tirage thermique disponible, c'est entre la tête de tour et la prise d'air, on a à peu près 4 ou 5 mètres, c'est pour ça que les tours sont assez hautes sur le projet. C'est parce qu'on a dû, en fait, la hauteur de tirage est vraiment entre le bas de la tour et la tête. Et en été, quand on a besoin de ventiler encore plus, on peut ouvrir les fenêtres, et à ce moment-là, on a une hauteur de tirage qui est quasiment de 11 mètres, parce que la tour émerge à 11 mètres au-dessus du sol.
Et donc, pour contrôler la ventilation, on a deux registres là, sur le soufflage et sur l'extraction, qui permettent de n'ouvrir que quand il y a besoin, parce que c'est sûr que la ventilation naturelle, il faut quand même qu'on la contrôle un minimum, parce que si on la laisse allumée, ouverte toute la nuit, tous les week-ends et les vacances de Noël, forcément, ça va consommer pas mal d'énergie. Donc voilà, quelques vues des tours avec la prise d'air. Là, c'était juste pour vous montrer dans l'expérimentation, une des choses qui a été centrale, ça a été de s'assurer que l'échangeur de chaleur ne crée pas trop de frein à l'air. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la ventilation naturelle donc, se base sur des forces donc, assez faibles finalement par rapport à la ventilation mécanique, donc sont les forces de tirage thermique et des vents. C'est juste quelques pascals en fait qui permettent de mettre en mouvement l'air, et du coup il faut que l'air circule à basse vitesse dans des conduits assez importants, de sections assez importantes. Et c'est vrai qu'a priori de se dire qu'on allait mettre un truc comme ça dans le réseau, qui sont des objets qui sont plutôt connus pour créer des pertes de charge énormes, c'est-à-dire pour créer des freins à l'air très importants, ça paraissait un peu impossible. Sauf qu'en fait, quand on dimensionne l'installation de manière à avoir des échangeurs relativement grands, en fait, les vitesses d'air dans ce truc-là sont plutôt faibles, et le frein, la perte de charge de l'échangeur devient acceptable. Et donc on a travaillé avec un fabricant pour voir si ça avait l'air possible, et pour s'assurer de la chose, on a fait instrumenter l'échangeur dans un laboratoire pour vérifier qu'on avait bien des pertes de charge maîtrisées par rapport au dimensionnement qu'on avait envisagé. Voilà, puis un petit graphique qui montre les premières mesures qu'on a fait dans les classes, voilà, qui illustre une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que la ventilation naturelle c'est très instable. On ne peut pas dire qu'on a toujours un débit donné ou une qualité d'air donnée. En fait, ça dépend forcément des conditions extérieures, intérieures, principalement extérieurs, en tout cas en hiver. Et que du coup, là, on a des taux de CO2 qui, pendant la période occupée, oscillent entre 800 et 1000 ppm pour la plupart, quasiment tout le temps en dessous de 1200 ppm, et puis on a quelques pics des fois où on est un peu moins bon à 1006, mais 1006, on est encore, ça reste acceptable. Mais par contre, 10 secondes ou 10 minutes 10 minutes, c'est bien. Ça. Oui. Et ce premier projet a été instrumenté par un autre laboratoire qui s'appelle le Caustic, qui était un peu étonné de ce qu'on avait mis en place quand ils sont arrivés, et en plus qui n'était pas très facile à instrumenter parce que toute la métrologie en ventilation mécanique, en ventilation, est basée sur la ventilation mécanique avec des vitesses importantes, et quand on parle de vitesse de 0,2, 0,3 mètres par seconde, il n'y a pas beaucoup d'instruments de mesure qui arrivent à l'enregistrer, mais globalement en fait ils ont été plutôt étonnés, et ils ont observé que les débits étaient étaient plutôt respectés, que la concentration de CO2 était bonne, et que le dispositif de récupération de chaleur fonctionnait correctement. Et puis ils ont aussi proposé des pistes d'amélioration, notamment au niveau de l'équilibrage entre l'air extrait et l'air soufflé. Donc ça c'est peut-être un petit peu plus un détail, mais en tout cas ce qui était intéressant, c'est que c'est un organisme un peu historique du chauffage et de la ventilation, qui ont eu un premier regard étonné, puis un peu critique quand même du dispositif, en disant oula, qu'est-ce que vous avez fait, et en fait ils sont repartis plutôt convaincus, avec une conclusion générale qui était de dire bon, le projet il respecte pas tout à fait la réglementation sur certains aspects, mais c'est parce qu'il faudrait adapter la réglementation à ce type de système qui s'emploie à respecter, plutôt que de s'acharner à respecter des débits fixes, qui arrivent à maintenir une qualité d'air satisfaisante dans les espaces, et de manière moyenne, et que c'était tout aussi intéressant. Alors oui, là donc une petite vidéo, je vous l'expliquerai après. Il n'y a pas le son, mais c'est pas grave.
on a vu l'essentiel. Donc, que montre cette vidéo? Cette vidéo montre Jean Pierrot qui est en train d'actionner une manette pour ouvrir et fermer un registre. Voilà, alors ça peut paraître anecdotique, mais sur les Boutours 1, enfin les Boutours 2, pardon, la première école, l'objectif c'était de faire un bâtiment low-tech. C'est vrai que j'ai peut-être pas aussi introduit pourquoi on cherche à faire de la ventilation naturelle à Roigny-sous-Bois, mais une des raisons phares c'était de reprendre la main et de maîtriser la ventilation, de permettre aux bâtiments de respirer par eux-mêmes sans leur plugger une pieuvre mécanique dessus qui marche avec de l'électronique, de l'électricité, etc. Donc faire quelque chose de low-tech pour utiliser un mot qui commence à être pas mal à la mode. Et donc c'est vrai que c'est low-tech parce qu'il n'y a pas de ventilateur, il n'y a pas d'électricité pour faire bouger l'air. Par contre, on a quand même un peu d'électronique pour ouvrir et fermer les registres. Ça, en fait, on avait prévu de ne pas le faire. On voulait faire en sorte que les utilisateurs eux-mêmes ou elles-mêmes puissent ouvrir et fermer les registres en fonction de l'indication que leur donne une sonde de CO2. Mais en fait, comme dans plein de différentes applications, quand tout est devenu électronique ou électrique et qu'on veut se faire un truc plus simple en mécanique, en fait, on n'a juste pas réussi à trouver les bons produits, les bonnes manettes et puis les bons câbles qui tirent et qui poussent en même temps. Et on va dire dans la précipitation du chantier, parce qu'on a fait un chantier quand même en moins d'1 an, on n'a pas réussi à mettre au point un système mécanique pour ouvrir et fermer des registres. Donc on a tout asservi à des sondes de CO2, à la GTC. Donc finalement, ce projet il marche vachement bien d'un point de vue gestion des débits, parce que tout est géré par un ordinateur quelque part. Et donc sur le projet suivant, j'arrive au centre de loisirs Félix Éboulet, on a mis en place, une des évolutions, c'est qu'on a réussi à mettre en œuvre une ventilation mécanique complètement sans électronique, donc avec les fameux registres qu'on a vus qui ont la particularité, les dispositifs ont la particularité d'être des câbles un peu rigides qui permettent de tirer et aussi de pousser, parce qu'avec un câble normalement on fait que tirer, et comme il n'y a pas de dispositif de renvoi sur les registres, en fait on était embêté pour les faire, on pouvait que les ouvrir, on ne pouvait pas les fermer, alors qu'avec ce truc qu'on a trouvé, on arrivait à pousser avec le câble, entre guillemets. C'est des choses toutes bêtes, mais si on peut que d'ouvrir un registre et pas le fermer, ça ne marche pas. Et l'autre évolution qui a eu lieu sur ce projet, c'est qu'on a intégré les échangeurs de chaleur directement dans les plénums de faux plafond des classes. Et ce qui a permis de faire un truc déjà beaucoup plus rationnel, parce que en fait d'avoir les échangeurs dans les circulations qui étaient coupe-feu une demi-heure vis-à-vis des classes, donc il fallait que l'échangeur soit coupe-feu vis-à-vis de la circulation. Ça a été un truc un peu difficile en chantier. Puis en plus, vous avez bien vu que le chaîne aérolique qu'on a vu précédemment, on ne pouvait pas le répliquer sur 2 étages, quoi. Ça marchait que parce que le bâtiment était de plein pied. Et donc là, en fait, on a fait la même chose, mais avec un échangeur qui est intégré dans le plénum de faux plafond, ce qui a permis un peu de rationaliser la conception, quoi. Quelque chose que je n'ai pas précisé aussi tout à l'heure, qu'on avait déjà sur les Boutours, c'est que le préchauffage de l'air neuf passe dans un plénum qui est fermé par un panneau rayonnant de chauffage. Donc le chauffage des espaces est assuré par des panneaux rayonnants au plafond, et qui a du coup un double emploi, c'est qui permet aussi de continuer de préchauffer l'air neuf qui pénètre dans le bâtiment. 5 minutes, je crois. Et puis une petite photo qui illustre comment ça a été mis en œuvre. Donc on voit l'échangeur qui est dans ceux qui sont là, la prise d'air est directement en façade. Il passe dans le plénum de faux plafond, il est soufflé en fond de classe, et juste à côté de l'échangeur qui est en façade, on a une grille d'extraction qui achemine l'air jusqu'à la tour qui monte jusque tout là. Et on voit aussi la grille de ventilation pour la nuit qui est sur la façade qui permet d'ouvrir la fenêtre la nuit. Juste un truc simple, mais c'est bien qu'on a prévu que les enfants ne puissent pas mettre la tête à 9 cm de grille en bois qui permet de. Voilà. Ouais. Vous avez c'est penser à tout. Et voilà quelques photos de la mise en œuvre du dispositif en chantier. Donc vous voyez, on a fait des espèces de chevêtres de support de maintien en bois, avec tout un dispositif pour pouvoir démonter les échangeurs, pour pouvoir les nettoyer de temps en temps au besoin.
Et vous voyez aussi là les ventèles intégrés en façade, l'appareil qui sert à monter et à descendre les échangeurs, c'est un simple lève panneau de plâtre. Un truc important, c'est qu'on a essayé de faire des systèmes de support d'échangeurs en bois, parce qu'on voulait, comme les gaines ils sont en plâtre ou en pharmacène, on voulait abattre l'énergie grise qu'il fallait pour construire les gaines, tout ce qui est ces gaines. Et finalement, c'était un peu une première distance, c'est pas une tannée de laisser faire en métal, en bois, ce système de support, et qui nous a, parce qu'on avait 4 entreprises qui s'est bagarrées autour d'1 mètre carré, et ça a été l'expérience des chantiers, voilà. Donc, et c'est pour ça qu'on a changé ça, on a fait en métal. Voilà, donc on a vu les Beaux Tours, Félix Éboué, ça c'est le troisième projet qui a un groupe scolaire, toujours à Sous-Bois, qui utilise globalement le même dispositif que sur Félix Éboué. Voilà, les schémas, la patte graphique change d'un projet à l'autre, mais là ça marche à peu près pareil. Et je vais vous parler directement du projet là, qui est en chantier en ce moment, donc le groupe scolaire Jean Mermoz, qui lui a encore mis en œuvre une disposition hydraulique un petit peu différente. Alors vous voyez dans le réfectoire, on a quelque chose d'assez similaire. Là c'est juste qu'on a intégré les échangeurs. En théorie, finalement on ne le fait plus, mais bon, on les a intégrés au niveau du sol. Et on a quelque chose qui marche à peu près de la même manière. C'est juste que comme le réfectoire était un petit peu déporté sur l'extérieur, on ne pouvait pas trop faire l'extraction de manière centrale comme pour les autres locaux. Mais un des points de recherche sur ce projet-là, c'était d'essayer d'aller encore d'être un peu meilleur sur le confort d'été en faisant appel en mettant en œuvre des puits climatiques. Donc les puits climatiques, vous avez dû en entendre parler, ce sont des galeries souterraines qui permettent de préchauffer ou pré-rafraîchir l'air neuf. En fait, de préchauffer l'air neuf, on va dire à autour de 8, 10, 12 degrés en hiver. Quand on a déjà de la récupération de chaleur, ça apporte quasiment rien en plus. Donc d'un point de vue chauffage, de coupler ça et ça ne sert pas à grand chose. Par contre, en été, de se dire qu'on peut pré-rafraîchir de l'air à 13, 14 degrés, ça paraissait intéressant. Sauf que, de manière naturelle, ça ne marche pas, parce que l'air ne peut pas se refroidir et être après, en fait, s'élever avec le gradient thermique dans le bâtiment, puisqu'il est plus froid, donc il va plutôt avoir tendance à créer une dépression qui va faire que ça va aspirer de l'air par la tour et puis s'inverser, quoi. Donc c'était pas possible de le faire. Mais on a quand même conservé le principe en mettant des ventilateurs. Donc là, c'est le premier projet de Rony sur lequel on met une assistance mécanique. Et on a, bon là c'est encore un petit peu schématique à ce stade, mais au niveau de ces galeries, à ce niveau-là ou à ce niveau-là, je ne sais plus exactement, on a inséré des petits ventilateurs mécaniques qui sont dans le flux et qui permettent de venir faire le tirage qui fait que ça marche en été, parce que sinon ça ne marcherait juste pas. Et par contre, le fait d'avoir pensé à ce truc-là, ça nous a amené à modifier un petit peu la disposition aérolique du dispositif, puisque les échangeurs maintenant ils ont été retournés de 90 degrés, donc au lieu d'être à plat comme ça dans le plafond, ils ont été retournés comme ça et mis comme en losange, et ils font la prise d'air neuf par le bas. Par un conduit un peu comme si ça passait par le vide sanitaire. C'est-à-dire qu'en fait, nos galeries là, elles sont soit mises en connexion avec le puits climatique, soit mises en connexion directement avec l'extérieur via une espèce de grille qui a comme une espèce de petite cour anglaise. Ce qui fait que on n'avait plus la prise d'air neuf à faire en façade. Et ça a un petit peu simplifié la chose parce que ça nous a permis de faire à la fois la prise d'air et l'extraction dans un seul conduit qui est continu. Et ça fait aussi qu'on n'a plus qu'une seule gaine qui se balade dans le faux plafond. Alors qu'avant, juste pour... c'est peut-être pas forcément évident à tout suivre, enfin, vous voyez que sur le premier projet on avait fait ça, on avait l'air neuf qui repassait dans un plénum de plafond là, et l'extraction qui était prise là et qui devait repasser dans un autre conduit qui arrivait lui aussi jusqu'au fond de la classe. Ce qui fait que...
En gros, là, sur cette coupe-là, c'est pas un conduit qu'on avait, mais c'était 2 conduits. C'est-à-dire un conduit de soufflage et un conduit d'extraction. Et comme on a des conduits qui sont relativement énormes, qu'on doit aussi mettre de la lumière, des panneaux rayonnants, tout ça, alors, à un moment, il y a eu quelques salles où on n'arrivait limite pas à tout mettre dans le plafond, quoi. Et donc, ce changement, ça a permis d'économiser un peu de place en plafond. Et surtout, ce que ça a permis, c'est de créer une hauteur de tirage équivalente pour tous les locaux. Puisque, par exemple, si on avait eu dans ce projet-là une prise d'air neuf en façade, comme c'est ce qu'on a fait à Mermoz, pour ce dernier étage, la hauteur de tirage disponible, ça aurait été la différence entre la hauteur de la prise d'air, donc ici en façade, et la cheminée, donc on aurait eu en gros que ça. Alors que là, cet espace-là, il est mis en connexion avec l'air qui est pris au niveau du sol. Donc en fait, on a toute la hauteur de tirage du bâtiment qui est disponible pour ventiler. Donc en fait, c'est plus efficace d'un point de vue comme dispositif de ventilation naturelle. Et là, je vous montre une petite photo là, du chantier en cours, qui permet de visualiser un peu la chose. On voit ici un des conduits d'amener d'air, qui est mis en connexion avec cette boîte. Donc c'est un espèce de support métallique. Donc là, on avait laissé tomber de faire ce truc-là en biosourcé. Et donc on vient intégrer l'échangeur comme ça en diagonale. La prise d'air se fait là, ça souffle ici, et puis la reprise se fait... non, pardon. Oui, ça arrive par la face là derrière, ça souffle ici, et la grille qui est là, elle fait directement l'extraction dans la salle. Et donc là, vous voyez que, c'est vrai que Jean-Pierre en a parlé, mais une des particularités des projets qu'on a fait là, c'est que la ventilation donc, est vraiment mise en œuvre par le bâtiment, et même dans le principe constructif, les conduits sont en fait, c'est comme des cloisons, quoi. C'est des éléments, des montants en bois avec double plaque, et il n'y a pas d'acier galvanisé dans les projets, quoi. Enfin, très peu. Et j'arrive à la fin. Ouais, tu peux en parler si tu veux. Et c'est même pas moi qui travaille sur ces projets, mais du fait que Mathieu elle a quitté la ville de Rony depuis 6 mois, tu les connais moins dans ce projet. Et donc ça c'est le premier, 2 ans 6 mois 1 an et demi. 1 an et demi, oh, ça va vite. Et donc c'est le premier projet de réhabilitation véritable, parce que la halle des marchés c'était vraiment une reconversion. Et là c'est une réhabilitation d'une école en béton typique des Rony, parce qu'il y en a eu au d'Île-de-France. Il y en a eu une bonne fournée des mêmes architectes. Et donc, c'est des bâtiments en béton qui ne sont pas capables de porter des charges plus importantes que celles qu'ils portent déjà. Et donc, ils ne sont pas isolés, ils ont des métaux simple vitrage. Et donc, l'idée, c'est de venir isoler par l'extérieur avec de la paille, mais autoportante parce qu'on ne sait pas l'attacher au béton. En béton. Et l'autre chose aussi, les cheminées, pour de les extraire du bâtiment pour fabriquer une tirage, mais sans impacter sur le bâtiment existant. Et donc ça fait que ça devient relativement simple, après avoir fait 4 chantiers où la complication a augmenté à chaque fois. Et ce qui se passe, c'est qu'en gros, une prise d'air, ça ressemble beaucoup au projet qu'on a vu le Félix Eboué, donc Jacques Chirac, ce qui change des noms à l'édition, je sais que c'est compliqué. Et en gros, la prise d'air, ça se fait via l'échangeur, elle est soufflée à l'intérieur, elle est reprise de l'autre côté, et ressort à l'extérieur. Donc ça, c'est ici, il y avait le registre, ici, qu'on a vu à l'exposition avant pour qui était là, qui pourra s'ouvrir manuellement, cette fois sans besoin des câbles d'hélicoptère. Et la cheminée, elle, à l'extérieur, nous permet de faire le tirage par son hauteur. Elle est isolée pour éviter que ça redescende, bon, il y a des détails. Et là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que l'impact, on ne veut pas, comme le projet précédent, on a réduit les faux plafonds pour avoir accès à un volume plus important. Et donc, il y a des silos qui sont de chaque côté qui permettent de confiner la ventilation à cet élément qui fait 1 mètre de large sur la longueur de la classe. Donc, il y en a 2 de chaque côté, donc on laisse un volume un peu haut en faux plafond. Et ça permet donc de conduire à la main, d'ouvrir à la main et de générer cette forme. Et ça, il est en chantier et ça démarre juste maintenant. Et donc, on a bon espoir que ça puisse en des autres. C'est tout. C'est fini.
S'il y a des questions, on sera plutôt à la fin. Ce sont les consignes officielles. On pourrait être parti pour 3 ans de questions. C'est lequel Bonjour. Bon, j'annonce, ça va être une présentation un peu moins technique, mais c'est un retour d'expérience, hein, c'est pour ça qu'on a été invité. Donc je me présente Nathalie Quinault de l'agence d'architecture Déclic et Lécal, qui est voulu vous présenter un projet sur lequel on a travaillé à Madrid pour la construction de la nouvelle école maternelle du lycée français. Pour cette consultation internationale qui a été menée par l'AEFE, qui est l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, en collaboration avec le maître d'ouvrage délégué du lycée français. On a constitué une équipe franco-espagnole avec à la base un binôme, Camille Béduel et moi-même pour l'agence d'architecture d'Île-de-France, et 2 architectes, Allegria et Berta, qui à l'époque se sont constitués d'ailleurs spécialement pour la candidature le studio Azotea. Il se trouve que leur association n'a pas survécu au projet, donc maintenant vous pouvez les retrouver sous le nom de Ale Arquitectura et Big Round Arquitectura. Donc voilà, ça a été une rencontre, ces 2 agences, et ça a été une rencontre fructueuse qui a abouti à ce projet. Donc ça c'est le groupement. Donc en fait on avait une partie du pôle de conception qui était français, donc on a assez vite décidé d'intégrer Switch dans l'équipe pour porter les ambitions environnementales. Et les paysagistes aussi, parce qu'il y avait un projet aussi plus global à l'échelle du lycée français, donc l'atelier Roberta. Et donc côté espagnol, en partenariat avec nos associés Azotea, on a trouvé les bureaux d'études qui nous ont accompagnés, donc un économiste, un bureau d'études structure et un bureau d'études fluide, thermique et électricité. Et donc en fait là il a fallu établir un dialogue entre un bureau d'études fluide et thermique espagnol et des ingénieurs français, dont un italien qui vous parle un peu créole quand il vous parle. Donc la synthèse linguistique était parfois un peu ardue. Mais on a fini par se comprendre, mais il y a quand même eu des choses qui, on a vu, auraient peut-être pu être facilitées si tout le monde avait parlé la même langue. Donc en gros, le projet, juste pour dézoomer, il s'intègre dans un grand parc qui est le campus du lycée français de Madrid. On avait une parcelle à disposition, et donc on avait le choix de s'implanter à différents endroits de la parcelle. Donc ça c'est l'implantation du projet de l'école maternelle. On a voulu connecter avec l'ensemble des infrastructures, donc il y a tout un tas d'espaces sportifs, culturels, bibliothèques et compagnie. Voilà, organisé par pôle, donc les différents pôles d'enseignement, le collège, lycée et maternelle, enfin élémentaire. Et donc voilà, pour faire juste au niveau de l'implantation sur la parcelle, on a décidé de fonctionner sur un principe simple qui était de choisir une orientation franche pour les salles de classe. Donc les salles de classe étaient orientées exclusivement nord-sud pour permettre un contrôle solaire efficace. Donc au nord, le contrôle solaire il est relativement simple, au sud avec des protections fixes. Ensuite on a généré ce décalage dans la barrette pour créer 2 pôles, un pôle qui était plus pour les petits et un autre qui était pour les moyens et les grands, avec du coup générer 2 cours respectifs pour ces différents âges. Et au centre, une barrette qui connectait les 2 entités avec l'ensemble des parties un peu plus communes, la bibliothèque et les salles de motricité qui s'organisaient dans ce noyau central qui lui se retrouvait orienté est-ouest, principalement. Donc là on voit en gros l'organisation avec à rez-de-chaussée la petite section, dans les étages les moyens et les grands, et à rez-de-chaussée dans l'autre aile la partie réfectoire et puis l'administration. Voilà, dès le concours on a voulu intégrer
des principes qui étaient justement en lien avec la donnée un peu locale, qui était de créer une ambiance confortable au fil de l'année. Donc il y avait quand même un enjeu assez important par rapport à, qui est encore plus important à Madrid, qui était de prolonger les périodes de confort sur les périodes d'été. Donc pour ça, on a décidé de jouer la carte d'une architecture bioclimatique avec ce surplomb au sud qui permet de créer, d'abriter aussi le rez-de-chaussée, en plantant de façon assez dense la façade sud avec des arbres, avec un port assez important et des feuilles caduques qui permettent de créer un petit masque arboré sur la façade sud pendant l'été. Et donc dès cette phase-là, on voit le principe des cheminées de tirage de la ventilation naturelle. Donc on a vite compris que travailler avec de la ventilation naturelle, c'est avant tout passer des gros tuyaux. Et on continue de le comprendre. Donc avec une stratégie d'été, une stratégie d'hiver. Et ça, c'est l'organisation en plan du rez-de-chaussée, avec les classes des petites sections en partie haute, le réfectoire et l'administration, et à l'étage, les moyens et les grands. Et dans la partie centrale, salle de motricité et la bibliothèque. Pardon. Donc ça, c'est les images à l'issue de l'esquisse, en fait, du coup, donc pour ce qui était les façades qu'on voit en bout, là, donc c'est les façades, là c'est une façade nord avec la partie centrale qui était l'idée de travailler sur une jalousie en une double peau en briques de terre cuite, qui vous le verrez n'est pas arrivé en terre cuite, mais qui est arrivé quand même au final. Donc ça c'était un gros travail de la conception et une de nos déboires. Et l'idée donc c'était de travailler sur le profil aussi en coupe en partie centrale avec une partie un peu en lanterneau qui permettait d'avoir un éclairage naturel aussi pour les circulations de l'étage, en plus de pouvoir générer les prises d'air en partie haute. Donc au niveau de la conception des classes, en fait, dans le principe, c'était de travailler sur des binômes de classes et d'intégrer un noyau humide qui s'intercalait entre deux classes pour créer, il y avait du coup aussi des interactions entre les classes, mais ça permettait d'une part d'avoir des patios qui amenaient de la lumière en fond de classe par rapport aux façades principales, et de trouver ces dispositifs de conduite d'air pour aller les chercher en toiture, et aussi d'intégrer les noyaux humides qui sont les sanitaires et les salles de peinture qui étaient en lien avec toutes les salles de classe. Donc là on voit au niveau du FLJ que l'effet que produisaient ces patios sur l'éclairement en fond de classe, et donc la mise en application au niveau de Et là-dessus, on commence à voir que quand on a commencé à construire le bâtiment, à la fois la ventilation naturelle et à la fois l'éclairage, ça se permettait, c'est pour ça que ça se superpose les images, d'avoir une uniformité avec des patios d'un côté, et du moment qu'on mettait des patios des sorties d'air et au fond des classes, en gros on allait travailler la façade avant pour permettre d'avoir une ventilation naturelle, la prise de la ventilation naturelle qui devait être plutôt opaque et filtrante qu'on va voir sur les images, on les a mis de même côté pour vraiment arriver à avoir un truc homogène, et on a augmenté la hauteur de la lumière de l'autre côté pour aller plus profond et décroiser aussi les flux pour balayer. Donc ça a été, je ne sais pas si j'étais clair, mais en gros le travail des façades allait avec le travail des ventilations qui allait avec le travail d'éclairement du plan. Et donc on a travaillé plan, façade, et on a fait pas mal d'allers-retours. C'est ça le but. Et c'est ça le climatisme. Voilà, illustrer les noyaux humides qui s'intercalent entre les classes. Donc c'est vrai que sur les écoles maternelles, il y a aussi un enjeu à avoir de la co-visibilité entre les différents espaces. Donc ces patios servaient de rotule aussi pour la vie pédagogique et la vie scolaire. Donc voilà, là on voit le schéma d'implantation des cheminements d'air en fait. Donc à chaque fois, l'idée c'était de trouver en façade
surtout par le principe des ventelles orientables qu'on verra plus loin, de trouver une prise d'air et de trouver au niveau des patios ou en lien avec la circulation centrale une façon de remonter jusqu'à la toiture le volume d'air. Donc de nouveau les schémas avec les flèches. Donc en fait on est sur un simple R+1, donc effectivement il y avait un enjeu aussi à trouver quand même une hauteur de tirage qui satisfaisait. Et ça c'est une fois terminé la circulation avec l'éclairage naturel en partie haute, qui est en fait une grosse partie des conduits de ventilation naturelle bifurquent à travers ces jouets en partie haute. Donc à l'échelle de la salle de classe, l'idée c'était de trouver ces dispositifs le plus intégrés possible. Donc il y a eu une découverte qui sont ces produits qui s'appellent les ventelles Windows, qui sont des ventelles orientables qui se manipulent avec une manivelle mécanique comme des stores en fait. Donc qui permettent de s'orienter un peu à la guise, qui sont couplées avec ces grilles. Généralement elles sont couplées avec ces grilles qui elles sont manipulables par le biais de ces petites manivelles. Donc de quoi? Les manivelles c'est des grilles à rappel, donc c'est des grilles avec un ressort et donc c'est plus facile que ce qu'on disait avant de tout cas l'hélicoptère, parce qu'il faut juste on ouvre les fermes et c'est des systèmes qui existent qui permettent de clipser très simplement la grille et ça fait on-off en fonction du besoin. Donc, et puis on a intégré aussi ce petit voyant qui est en partie haute, qui se retrouve au niveau de chaque salle de classe et dans les salles de motricité aussi. Donc lui qui a vocation à s'allumer en fait pour manifester, pour stipuler aux professeurs, non pas qu'ils doivent ouvrir les ventilations, mais à l'inverse qu'ils doivent les refermer. Parce que y a quand même un peu l'histoire de ce projet-là et de la ventilation naturelle, c'est qu'il y a quand même une réglementation espagnole qui n'est pas la même qu'en France et qui nous a amené pour des questions de renouvellement d'air, d'intégrer une ventilation complémentaire, en fait qu'on n'avait pas le droit d'appeler climatisation mais qui était un rafraîchissement. Voilà. Jusqu'à là on nous a dit ça marche en ventilation naturelle et c'est pas vrai. Parce que c'est ça qui est la retombée de l'histoire, c'est qu'en Espagne, à partir des 3600 mètres cubes, si je dis pas de bêtises, on est obligé d'avoir une ventilation avec récupération de chaleur double flux mécanique. Et il n'y a pas de manière de déroger parce que c'est un décret royal et ça vous y dérogez pas. Et donc on s'est battu parce comme on disait, on avait des ingénieurs espagnols qui eux c'est des ingénieurs de boîtes d'ingénierie. Et les gens bien, mais c'est pour dire que c'est des gens qui font comme métier les ingénieurs et qu'ils n'avaient pas forcément envie de nous voir. On a essayé de ramener d'autres ingénieurs qui en avaient connu à Barcelone, mais n'étaient pas trop solides par rapport au projet. Et donc à la fin, on s'est retrouvé à capituler par rapport à cette expérimentation qu'on a envie de faire. Et donc il y a une grosse CTA en toiture qu'on ne voit pas et qui fait le double flux avec le débit, mais tout le bâtiment il est en capacité de marcher sans que si la CTA tombe en panne, le bâtiment il peut marcher en ventilation naturelle toute l'année. Et c'était pour ça aussi c'est intéressant de montrer ce projet en relation au travail qui a été fait et les études qui ont été faites et qu'à la fin on s'est retrouvé quand même, mais on est content, hein, c'est un chouette projet. Sachant qu'en plus de ça, ils ont l'obligation de mettre un rafraîchissement avec une pompe à chaleur qui n'ont pas besoin, mais qui a un souffle de l'air neutre, je ne sais pas, je pense que c'est un souffle de voilà, sur 27, 28 quand il fait un peu plus quand il fait chaud. Donc c'est pour ça qu'il y a un voyant, parce que permet aujourd'hui le fonctionnement qui est retenu, c'est celui d'avoir un fonctionnement hybride, double flux l'hiver, et le reste de l'année sans plus flux, sauf l'été, quand il fait très très chaud, où ils partent en double flux avec un petit rafraîchissement actif. Pour préciser, en fait, du coup, le voyant il sert à ça, c'est que le voyant il est allumé quand la ventilation mécanique est en route. Donc l'hiver, le voyant est allumé.
Et quand le voyant s'éteint, ça veut dire qu'en gros, la ventilation mécanique, elle marche plus. Et du coup, les professeurs doivent utiliser la ventilation mécanique, naturelle, pardon, si je le mélange en plus. Et donc toute la saison estivale se passe en ventilation naturelle. Mais si à un moment il commence à faire vraiment très chaud dehors, le bouton vert s'allume à nouveau. Ça veut dire que la ventilation de la CTA se met en route en un air un petit peu pré-rafraîchi. Et à ce moment-là, c'est plutôt le signal de dire bah oui, la ventilation mécanique marche à nouveau, donc on ferme la ventilation naturelle. Voilà, c'est comme ça que marche. Et c'est assez intéressant parce que le lycée de Madrid, l'INC français, ça reste quand même des lycées privés à l'étranger. Pour les Français, c'est des lycées publics, pour les étrangers, c'est des lycées privés. Et donc, on avait des représentants des parents qui étaient assez marrants. Et un jour, ils sont venus parce qu'on voulait faire de la rétention d'eau pluviale, mais en Espagne, il n'est pas obligatoire. Donc, on avait pris des bassins de la rétention d'eau pluviale. Et à un moment, il nous a à moitié engueulé en disant mais non, mais vous, à l'école de mon fils, si la réglementation ne le fait pas, vous n'allez pas mettre de l'argent dans la rétention d'eau pluviale parce qu'elle n'est pas demandée. Et si en Espagne, il n'y en a pas. Et il n'y aura pas de danger. Donc, vous n'en faites pas. Et nous, à la limite, à nos menaçants. Et pareil pour la clé, pour la ventilation. Voilà, c'était assez étonnant. C'était une belle expérience. Je ne me rappelle pas de cette anecdote, mais il y a eu un traumatisme du coup. Donc voilà, au niveau des espaces, on a cherché à établir aussi une certaine transparence entre les différentes entités et en fait, le végétal a une présence assez importante aussi au niveau de l'ensemble. Il y a aussi l'intégration un peu dans tous les espaces, donc là c'est la vue du réfectoire, des systèmes de brassage, de brasseurs d'air qui, mine de rien, jouent aussi un petit rôle dans la phase un peu intermédiaire qui juste avant qu'il fasse trop chaud, en fait, d'essayer de pallier sur un déplacement d'air, donc je ne saurais pas dire ce que ça impacte en données statistiques, mais il y a quand même un effet qui n'est pas neutre. Et donc là, on retrouve au niveau des différentes salles les fameuses ventelles orientables et les grilles. Et donc ça, c'est les protections les systèmes de protection qu'on a mis sur la façade sud. Donc l'idée, c'était de partir assez rapidement sur des façades en panneaux préfabriqués béton qui permettent de créer des casquettes qui viennent limiter l'impact du soleil sur les vitrages. Et c'est derrière ces panneaux béton perforés qu'on trouve les fameuses ventelles orientables. Donc là, en façade, on voit le résultat définitif aussi avec cet effet de surplomb du premier étage par rapport au rez-de-chaussée. Et donc ça, c'est l'histoire avortée de notre façade en céramique qu'on a poussé quand même très très loin, mais qui a été, on a dû capituler pendant le chantier parce que là, il y a eu je pense aussi peut-être du fait que nous, on aurait peut-être dû avoir un BE façade intégré dans l'équipe qui aurait permis d'aboutir cette partie-là du projet. Et donc l'idée, c'était de travailler sur cette double peau qui venait vraiment créer une protection fixe sur tout le volume central et les orientations est-ouest. Donc on avait abouti à un dessin et malgré tout, ça n'a pas vu le jour. J'ai mis votre petite simulation dynamique, je ne sais pas si vous souhaitez la commenter. Tu t'as mis que ça ou... Hein Ah oui, bon, donc c'est des images du modèle qui a servi à faire les simulations. Et oui, disons qu'en fait, ça rappelle un peu il y a eu quand même un très gros enjeu à justifier qu'on allait pouvoir bénéficier d'une ambiance confortable dans ce bâtiment-là. Et donc, notamment dans toutes les discussions qu'il y a pu avoir avec les parents d'élèves, qui avaient du mal à comprendre en fait. Alors c'était marrant, je pense que c'était aussi le truc que peut-être une partie de ses parents français n'étaient pas habitués ou avaient un peu peur du climat madrilène, et ils ne comprenaient pas qu'à Madrid on n'allait pas climatiser une école. C'était un truc un peu insensé pour eux, alors qu'en fait en Espagne aucune école n'est climatisée. Mais bon, voilà, s'ils n'arrivaient pas pour eux il faisait trop chaud pour qu'on puisse s'en passer.
Et du coup, et forcément le client était très interrogateur aussi sur ces points. Et c'est là que les simulations thermodynamiques nous ont aidé à justifier que le bâtiment, par sa conception, protection solaire, l'inertie qui était maintenue, et puis la ventilation naturelle, permettait d'être plutôt bien. Donc peut-être juste pour ceux qui connaissent pas, celles et ceux qui connaissent pas ce diagramme-là, c'est un peu le truc qu'on utilise beaucoup dans ce genre de contexte de confort d'été passif, sans climatisation, et qui provient en fait des climats tropicaux. C'est de caractériser la zone de confort en fonction de la température. Donc là, vous voyez qu'il y a une première zone de confort, en fait, ça dépend de l'humidité relative et de la température, et que dans une première zone de confort, en gros, on s'arrête à 27 degrés. C'est-à-dire qu'au-dessus de 27 degrés, là, on a chaud. Alors, le graphique est petit, hein, désolé, mais j'espère que vous avez un peu d'imagination. Et que, en fait, si on a de la vitesse d'air qui est dans le local, si l'air se déplace avec une certaine vitesse, donc c'est ce à quoi servent les brasseurs d'air, en fait, c'est à augmenter la vitesse de l'air dans l'espace. En fait, si on l'enlève en plus, la zone de confort se décale un petit peu. C'est-à-dire que là, ce que vous ne lisez sans doute pas, c'est 0,5 mètres par seconde. Si on arrive à avoir une vitesse moyenne de 0,5 mètres par seconde sur la peau, en fait, la zone de confort, elle monte jusqu'à 29 degrés. Même moi, j'arrive pas à lire. Mais je crois que c'est un truc comme 29 degrés. Et 1 mètre par seconde, on monte jusqu'à 32 degrés. Donc, ce sont en fait des études qui montrent que s'il fait 30 voire 32 degrés, à partir du moment où on a suffisamment de vitesse d'air dans la pièce, on est en situation de confort en fait. Et qu'effectivement, on n'a pas fait mentir à nos modèles pour dire qu'il allait toujours faire moins de 27 degrés dans les classes, c'est pas possible. Effectivement, assez souvent, et c'est ce que montre le nuage de points, là, les points verts, ce sont les différentes heures d'occupation du bâtiment sur la période estivale. Donc on voit que ça oscille entre 24 et puis je crois que là ça va être 32 degrés, donc on a des moments où il fait très chaud dans les classes, mais vu qu'on a les brasseurs d'air, on reste dans des conditions de confort. Ouais, la conclusion, c'est que la céramique a été transformée en aluminium et on a pu créer cette double peau sur le volume central. Donc en fait le bâtiment a été inauguré sans, donc pendant 1 an il a fonctionné sans cette façade en aluminium. Et heureusement, le lycée français et la FE n'ont pas lâché le projet de l'aboutir. On a pu, l'été suivant, parce qu'il y a eu le Covid qui s'est intercalé avec tout ça, donc l'été suivant, on a pu lancer le chantier avec une autre entreprise qui s'est emparée du sujet à nos côtés. Donc on a redesigné cette double peau qui, quand même, on le voit, porte un effet, une ombre assez utile et indispensable à l'intérieur du bâtiment. Donc voilà, et puis... Notez vos questions, hein, bien sûr, pour tout à l'heure.
Bonsoir. Donc, je m'appelle Emmanuelle Pat, architecte à l'agence Méandre TC. Et je vais vous parler d'un lycée aussi, enfin d'une école aussi de l'AEFE. Donc, c'est l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger, comme celle des clics et des calques, juste avant. Et l'AEFE, c'est un maître d'ouvrage un peu particulier parce que la France est un des pays qui a le plus d'établissements d'enseignement à l'étranger, y compris dans des pays non francophones. Et ce qui a été dit juste avant, c'est vrai que ces lycées sont des lycées privés dans les pays où ils se trouvent, et ce sont un peu les parents qui financent les choses du lycée. Et puis ce sont des familles assez aisées. Et comme ça a été dit juste avant, du côté des parents, il y a une certaine demande de confort, notamment de la clim, etc. Par contre, du côté de l'AEFE, du service IMO de l'AEFE, nous, ce qu'on a vécu, c'est qu'eux, ils ne souhaitaient pas forcément avoir de la climatisation. Et ils nous ont demandé justement de travailler pour aussi faire de la pédagogie auprès des enseignants et des parents. Parce que dans ces pays-là, dès qu'il fait chaud, finalement, dans les pays chauds où l'AEFE a des lycées, les gens, ils ont la maison, il y a la clim, dans la voiture, il y a la clim, alors ils ne comprennent pas pourquoi il n'y aurait pas la clim, il y a la clim dans leur bureau, pourquoi il n'y aurait pas la clim dans l'école de leurs enfants. Et l'AEFE nous a demandé à l'ICEB, donc l'Institut pour la conception éco-responsable du bâti, de faire une formation pour leur service IMO sur comment avoir du confort sans climatisation. Et ça a donné lieu à cette petite bande dessinée que vous pouvez voir à l'exposition qui s'appelle « Rester cool sans climatisation ». Voilà. Donc c'est pour aussi saluer le maître d'ouvrage qui a une idée parce que les lycées français, c'est une façon de construire la paix, parce que les enfants sont des enfants du pays où est le lycée, des enfants français, des enfants d'autres pays. Et quand on grandit avec d'autres enfants, on crée des liens qui sont aussi... et finalement, ne pas mettre de climatisation, c'est une façon aussi d'œuvrer pour la paix, puisqu'on sait que si tout le monde met de la climatisation, on ne pourra plus vivre dans beaucoup de pays, on ne pourra plus vivre dehors. Alors, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer, alors je vais utiliser une présentation un peu qui a été faite pour une autre occasion, mais je vais passer vite sur certaines diapos. Donc Lisbonne, c'est un climat océano-méditerranéen. Et donc la caractéristique, c'est que finalement, il ne fait pas très chaud, il ne fait pas trop chaud l'été, il y a pas mal de vent, et il fait aussi assez doux l'hiver, et un peu humide. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur le contexte. Et disons que le climat nous a permis d'imaginer une école. D'abord, au début, on ne voulait pas mettre de chauffage. Bon, on a été obligé quand même de mettre du chauffage, bien qu'au Portugal, il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas de chauffage, donc les écoles publiques n'ont pas de chauffage. Mais aussi d'imaginer de ne pas du tout mettre de moteur pour la ventilation, de faire une ventilation complètement naturelle. Donc je passe, ça c'est juste une petite image pour vous montrer, c'était un bâtiment, il y avait plusieurs bâtiments,
peut-être qu'il faudrait que je revienne en arrière. Ça, voilà. Donc le lycée est dans un quartier très minéral, avec des grandes tours tout à fait vitrées, complètement climatisées. Mais finalement, l'emprise du lycée, l'emprise elle-même, c'est un petit peu une oasis. Vous voyez ces grands arbres. Et il y a une partie qui date des années 50, là, avec les toits en tuiles. Et puis le C, c'est un bâtiment des années 70, dont les 2 étages inférieurs sont occupés par le lycée, qui est locataire de ce bâtiment. Et les étages au-dessus, ce sont des bureaux d'une grosse société d'agroalimentaire. Et là, le nord est vers le haut. Donc ces classes dans le bâtiment C sont plein ouest et souffrent de beaucoup de surchauffe. Alors que les bâtiments des années 50, ils sont assez bien faits, ils sont assez bioclimatiques, avec des étagères à lumière, des brises soleil, des choses qui finalement, dans les années 50, on savait mieux construire des choses bioclimatiques, et on n'était peut-être pas avec du pétrole qui coulait à flot, donc on faisait des choses qui marchaient naturellement. Donc je vais passer ça parce que voilà, ça raconte plein de choses, mais bon, voilà un peu les coupes aussi qu'on avait faites au moment du concours et qui montraient sur le bâtiment existant, donc qui est plein ouest, qu'on proposait d'isoler par l'extérieur, de refaire complètement les façades pour isoler par l'extérieur et de faire des grands brises soleil verticaux, orientables manuellement avec une petite manivelle pour protéger du soleil, et aussi planter des arbres le long de la façade pour apporter de l'ombrage et de la fraîcheur. Bon, je vous passe tous les plans. Donc voilà les images du projet. Donc il y a les bâtiments existants, donc des années 50, un qui est ici, un qui est là. Le bâtiment existant des années 70, dont on a refait toute la façade, les 2 niveaux inférieurs, avec ces brises soleil verticaux. Et puis 2 bâtiments neufs qu'on a orientés vers, on est orienté nord-sud, donc le sud est vers nous. Le sud, on a mis des circulations, et au nord, on a mis les salles de classe pour éviter d'avoir des surchauffes. Bon, c'est voilà, les plans. Et donc l'idée sur ces bâtiments neufs a été de donc mettre les salles de classe vers le nord, où là on est plutôt nord-ouest, et les coursives du côté sud, du côté de la cour de récréation. Et on a fait des compartimentages pour les questions de sécurité incendie. On a fait des compartimentages. Parce que ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que quand on construit dans un autre pays, on a d'autres réglementations et d'autres traditions. Et au Portugal, il n'y a pas d'exigence, comme vous a montré tout à l'heure Mathieu, il n'y a pas d'exigence de volume d'air, de renouvellement d'air. Il n'y a aucune exigence réglementaire. Par contre, il y a des exigences, je dirais physiques par exemple. On a l'obligation d'avoir 3 mètres de hauteur sous plafond dans les salles de classe. On ne peut pas être en dessous. Une autre exigence, c'est qu'on doit faire des ventilations dites sanitaires par des parties d'ouvrants hautes et des ventilations dites de confort par des parties d'ouvrants plus bas. Parce que, un peu, enfin, comme vous l'a expliqué tout à l'heure Mathieu,
ou Giampiero, je ne sais plus, le confort, il y a le diagramme de Givoni qui montre que le confort thermique on peut accepter des températures plus hautes si on a un courant d'air. Donc ce courant d'air, il peut être fait avec les brasseurs d'air. En fait, c'est le phénomène que la peau transpire plus. Enfin, la transpiration s'évapore plus, et donc la transpiration, c'est une manière de rafraîchir par le fait que l'évaporation crée de la fraîcheur. Donc, en ayant des ouvrants en partie basse, ça crée des courants d'air traversants, et ça permet d'accepter des températures plus hautes, mais par contre l'hiver c'est assez désagréable. Donc au Portugal on a cette idée des deux sortes d'ouvrants. Et puis moi je dirais qu'il y a une tradition artisanale, mais on va le voir un peu après. Donc je passe toute la partie des maquettes et de la conception avec les enseignants. Et donc ça, ce sont des images de chantier. Alors une autre chose je vais peut-être avancer pour parler plus de l'orientation. Ok, je vais échapper de ça. Je ne sais pas comment j'échappe, je vais mettre la petite présentation. Voilà. Donc là, je vais vous présenter une présentation faite par le bureau d'études Alto, donc plus technique, et après je vous montrerai des photos de la réalisation, et comme ça, voilà, donc voilà ce qu'il nous raconte donc sur la question des surchauffes. Il y avait dans le bâtiment existant, il n'y avait pas d'isolation par l'extérieur, ni par l'intérieur d'ailleurs, et il y avait des volets roulants qui ne permettaient pas tellement de ventiler, d'empêcher le rayonnement solaire et de ventiler en même temps. Donc c'était un peu soit l'un soit l'autre. Et puis vous voyez les ouvrants, comme je vous disais, il y a des ouvrants en partie basse et des ouvrants en partie haute pour les deux types. Donc ça c'était l'existant. Donc l'idée c'était vraiment de rester sur des solutions low-tech pour éviter les consommations d'énergie, pour éviter aussi des systèmes qui deviennent vite obsolètes, les systèmes motorisés. Et on a travaillé sur l'enveloppe thermique pour que, en fait, on s'était dit, ce qu'il faut rendre extrêmement confortable, c'est la salle de classe, et qu'il faut aussi bien ventiler, parce que dans une salle de classe, c'est à peu près les locaux où il y a l'occupation la plus dense. Il n'y a pas tellement d'autres locaux où on a une personne pour 2 mètres carrés. Donc, et en même temps, c'est les locaux où on est immobile, donc il faut que l'enveloppe thermique, ce soit autour de la salle de classe. Et la coursive, on a considéré qu'elle était hors enveloppe thermique. Et puis ce qui s'est passé aussi, c'est que l'AEFE, ils ont aussi une caractéristique, je ne sais pas si vous avez vécu la même chose, mais leurs budgets sont extrêmement serrés. Et à un moment, on a dû chercher des économies. Et une des économies qu'on a trouvées, c'est carrément enlever toutes les fenêtres qui abritaient la coursive. Et la coursive est devenue une coursive extérieure. Et dans un sens, ça a été, alors c'était à peu près au moment du Covid, ça a été extrêmement apprécié par les services sanitaires portugais, et aussi par les services de sécurité incendie, parce que ça enlevait des problèmes sur la réglementation incendie, voilà, les coursives sont devenues complètement extérieures. Bon, je passe les questions d'ensoleillement. Donc voilà, on a choisi la ventilation naturelle et on a choisi de faire la même chose, donc ce qui est préconisé, c'est-à-dire des ouvrants bas et des ouvrants hauts.
pour que on puisse avoir une ventilation traversante, soit sanitaire, soit de confort. Sauf qu'il y a aussi une chose, et puis l'avantage de cette ventilation traversante, hein, donc nous on n'a pas du tout de cheminée, c'est vraiment qu'une ventilation traversante de la façade sud à la façade nord, sauf qu'une des contraintes qu'on a dans ces écoles, c'est que les enseignants, l'administration souhaitent toujours que les portes soient fermées à clé dès qu'ils ne sont pas dans les classes. Donc, comme je vous disais, il y a une filière artisanale au Portugal et on a travaillé sur un dessin des portes avec un ouvrant et un grillage dans la porte pour que la porte puisse être fermée à clé et néanmoins on puisse faire la ventilation traversante. Donc là, je ne sais pas s'il faut que je vous parle de tout ça, mais si, je vais vous dire une chose là-dessus, c'est que, donc du coup, comme on n'a pas de mécanique, on n'a pas, finalement, ce sont les utilisateurs qui doivent ouvrir soit leur porte entièrement, s'ils sont à l'intérieur, ils peuvent ouvrir leur porte, ils sont dans leur classe, ils ont un autre ouvrant ici, et puis ils ont deux ouvrants de l'autre côté. Donc c'est aux utilisateurs d'ouvrir ces quatre ouvrants pour faire un croisement, une ventilation complètement traversante qui croise. Mais bien sûr, ils n'y pensent pas forcément. Donc on a installé dans chaque classe des petits boîtiers qui, à l'inverse de ce qui était dit tout à l'heure, se mettent à passer à l'orange si la qualité de l'air commence à descendre, et au rouge s'il faut vraiment ouvrir les fenêtres. Et ça permet que même les enfants peuvent prévenir l'enseignant en disant il faut ouvrir les fenêtres ou il faut partir en récréation, c'est encore mieux. Donc vous avez le même petit schéma qui est indispensable pour convaincre le maître d'ouvrage d'accepter de ne pas mettre de climatisation. On a aussi des brasseurs d'air. Et puis on a fait des petits... enfin le bureau d'études avait fait des petites affichettes pour expliquer comment ça marchait. Alors ce dont on se rend compte aussi, c'est que maintenant, en fait, c'est le lycée va être inauguré, enfin l'école va être inaugurée après-demain. Et moi j'y suis allée parce que ça a ouvert en septembre, donc il y a eu la rentrée des classes. Et j'y suis allée et déjà les petits capteurs classeurs, aucun n'était rechargé. Et les enseignants ne savaient absolument pas à quoi ça servait. Et on leur avait envoyé ces informations. Évidemment, aucun d'eux n'a le temps d'ouvrir un mail où il y a des explications de comment ça marche, de ce qu'il faut faire, etc. Bon, certains des enseignants, on les avait déjà rencontrés avant et on leur avait expliqué, mais ceux qui venaient d'arriver ne le savaient pas. Et nous, on essaye de plaider, surtout quand on utilise tous ces systèmes où il y a une interaction avec les usagers, pour qu'il y ait aussi une transmission orale, parce qu'il faut qu'il y ait sans doute des livrets, etc. Mais finalement, c'est aussi en parlant, et puis en changeant les habitudes. Et moi, je crois que la tradition orale, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà constaté dans les écoles, les enfants jouent et ils ont des chansons qui ne leur sont jamais apprises par l'institution, qui ne sont pas dans les livres, mais ce sont des chansons qui se transmettent, ou des jeux qui se transmettent de génération après génération par la tradition orale. Et en fait,
habiter d'une manière nouvelle, inventive, c'est prendre de nouvelles habitudes. Et d'ailleurs, habiter et habitude, c'est la même étymologie. Donc, aujourd'hui, on essaie de proposer aux maîtres d'ouvrage d'avoir une mission pour être avec eux et faire avancer le changement des habitudes. Et puis je vais vous montrer quelques photos en passant un peu vite. Ah ben on commence par la fin? Non, je voulais toutes les sélections. Ah oui, d'accord. Ouais, parfait. Donc là on voit les brises-soleil le long des coursives. Donc ça c'est la façade sur la grande avenue dans laquelle il y a le gymnase. Mais là on voit les façades où il y a les brises-soleil verticaux. Ceux qui sont sur ces façades qui sont plein sud et qui sont les coursives ne sont pas orientables. Mais ceux qui sont, bon là j'avance les photos comme ça, et ceux qui sont sur les autres, je vais aller sur les autres façades, c'est pas encore celle-là. Donc là on voit les arbres qui ont été conservés, c'était une partie du projet, c'était d'implanter les bâtiments de façon à conserver les arbres existants. Et une autre chose du projet, c'est qu'on avait un terrain très contraint. Il fallait créer 23 classes, donc certaines dans l'existant, mais celles qui étaient dans l'existant, elles faisaient 40 mètres carrés. Et on les a transformées pour faire des classes de 60 mètres carrés, donc on avait moins de classes, donc on devait créer d'autres classes. Et on avait des cours de récréation qui étaient déjà un peu petites. Et en fait, on a agrandi, on a construit toutes ces classes et on a agrandi les cours de récréation en superposant les préaux. Donc du coup, on a des cours de récréation plus grandes en maternelle, et donc là c'est les préaux maternels, et en dessous, on verra tout à l'heure, et voilà, on voit là qu'on a superposé les préaux, et donc ça agrandit les deux cours de récréation. Et alors ça, ce sont les salles de classe du bâtiment existant, avec les ventelles qui sont orientables. Là, ça, ce sont les classes. Enfin, ça, c'est pas une classe. C'est une salle d'activité, je crois, maternelle. Je sais pas pourquoi elle diminue. Peut-être parce que c'est peut-être la définition qui est pas. Donc là, on voit les coursives, où on a enlevé complètement les fenêtres. Donc les coursives sont ouvertes. Là, ces façades, elles sont isolées avec du liège. Et donc l'enveloppe thermique, c'est la classe. Voilà, là on voit les ouvrants du côté de la coursive et les ouvrants ici, qui sont des ouvrants opaques du côté de l'extérieur. On voit les brasseurs d'air. Je voudrais vous montrer. Je vais vous montrer j'ai pas trouvé les portes avec les grilles qui s'ouvrent, enfin avec l'ouvrant dans la porte. Et alors là, c'est la manivelle qui permet de faire tourner les brises-soleil. Et on a mis la manivelle à hauteur d'enfant pour que ce soit les enfants. Donc en fait, c'est un système
assez facile à tourner parce qu'il y a une bonne démultiplication. Et c'est les enfants qui peuvent ouvrir et fermer les dentelles. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres photos. Comme ça, c'est les préaux et les classes sur pilotis. Voilà, là on voit la porte avec sa grille et derrière cette grille c'est un ouvrant. Donc comme ça la porte peut rester fermée à clé et que ça soit ventilé. Ça c'est le... Bon, je pense que je vais m'arrêter là, parce qu'il y a pas mal de photos. Mais... Ouais, voilà, là on voit les ouvrants aussi. Voilà. Y a-t-il des questions, surtout les orateurs, s'il vous plaît, restez par là. Qui veut poser des questions? Je vous apporte le micro pour que ce soit bien enregistré pour la captation. Dites-moi. N'ayez pas peur, ils sont très généreux de leur savoir. Ok, alors j'en ai une pour commencer. Comment vous avez fait pour les patios à Madrid? Parce que c'est finalement ça sert de cheminée sans cheminée. Mais quand on veut faire ça en France, on a des petits problèmes incendie, de rapport de proportion du patio, généralement. Là, c'est vrai que la question ne s'est pas trop posée. On est sur un carré qui fait 360 par 360. En fait, on avait des problématiques d'incendie vraiment au niveau des compartiments qui ont été délimités. Là, il y avait vraiment un enjeu de coup-de-feu avec le joint de dilatation aussi. Mais sur les patios, on n'a pas eu cette problématique. Pas de réponse. Pas de problème, pas de solution. J'avais deux questions. Une première sur l'école de Lisbonne. Est-ce que vous avez eu des problématiques de courant d'air par rapport à cette ventilation traversante dans la salle de classe, de papier qui s'envole sur les tables? Comment est-ce que ça peut être régulé dans le cas où il y a trop de ventilation naturelle? Et une deuxième question pour les ingénieurs sur les écoles de Rony, sur le groupe scolaire Mermoz, où du coup on voit qu'il y a une partie mécanique. Est-ce que c'est une partie mécanique ponctuelle ou est-ce qu'elle doit assurer la totalité de la ventilation toute l'année? C'est vrai que dans le parcours de l'air, parce que nous on a voulu faire les ouvrants aux quatre coins de la pièce pour que ça qu'il n'y ait pas d'endroit non ventilé. C'est vrai que s'ils ouvrent, ça peut faire des courants d'air, mais finalement c'est bien les courants d'air. Il faut juste faire des presse-papier. Autrefois, pour la fête des pères, on faisait des presse-papier. Donc c'est bien, c'est mieux que d'offrir des cendriers, parce que les cendriers, c'est pas bon pour la qualité de l'air. Donc, et puis, comme je vous ai montré, il y a une partie ouvrante haute et une partie ouvrante basse. Ils peuvent faire des essais pour croiser, faire des... Voilà, puis ils enlèvent les papiers quand ils sont directement comme ça. C'est la consigne aussi, espace tampon. Oui. En tout cas, on n'a pas eu
souci avec ça. Non, les soucis qu'on a, c'est que dans l'existant, il y a les classes et il y a une coursive, enfin il y a une circulation intérieure et il y a des petits locaux de l'autre côté. Et nous, quand on a travaillé sur le plan, on s'est dit il faut que ces petits locaux soient ouverts. Et ces petits locaux, c'est des petits bureaux, des petits espaces où ils rangent des choses. Et on a du mal, en tout cas, enfin là ils sont rentrés en septembre, donc il n'y a pas encore eu vraiment de printemps et d'été, mais on a commencé à discuter avec eux que pour que ça marche, il fallait que ces portes-là aussi soient ouvertes. Et comme il n'y a pas... enfin bon, il faut qu'ils se mobilisent, disons, pour que ça soit ouvert. Et un des soucis qu'il y a, parce que ça c'est vraiment important, quand on essaye de faire de la ventilation naturelle, et qu'il y a des systèmes qu'il faut actionner, il faut qu'ils soient partie prenante. En fait, on dit bâtiment passif, usager actif, il faut qu'ils soient partie prenante. Et nous, c'est pas seulement les enseignants, c'est aussi l'administration qui doit être partie prenante. Je sais pas, sans doute que à Rony, vous n'avez pas le même souci, mais si vous l'avez quand même. Mais bon, dans ces grands établissements, il faut voir que c'est des milliers d'élèves, hein. C'est pas une petite école toute seule, c'est un lycée. Alors pour vous raconter une anecdote qui nous a un petit peu attristés, parce que nous on était sur notre école low-tech, il faut que ça soit low-tech et tout. Et là en allant là-bas, un peu avant la livraison, je me suis rendu compte que tous les interrupteurs pour allumer les espaces communs, comme le gymnase, enfin un certain nombre d'espaces communs, les préaux, tous ces systèmes d'allumage, c'est par une application, donc il faut l'avoir sur son téléphone, et cette application, l'administration ne veut pas la donner aux enseignants. Donc les enseignants, quand ils vont dans un local, il faut qu'ils téléphonent à l'administration pour qu'ils allument la lumière. Voilà le niveau, quoi. Voilà. Et oui, donc l'autre question, alors pour préambule, dans les autres écoles, on n'avait pas vraiment besoin de plus qu'un lien. En gros, dans le centre des loisirs, on a vu, il y a un mètre de mur en paille avec de la terre. Du fait qu'on a slabé porto sur les bords et les murs en poivrier, il y a des enduits très épais par endroit, donc l'été, nous disent où voulez la clim, donc il n'y a pas vraiment besoin. Mais il y a une certaine isolation, une certaine inertie. Sur ce projet-là, l'idée c'était de dire, mais du fait qu'il y a de l'inertie et de l'isolation, mais si on va faire un mois ça va à 40 degrés, à un moment ça va finir pour chauffer, même si on a l'inertie, et ça va pas marcher. Et donc on a voulu aller au-delà avec des fichiers météo beaucoup pire. Et donc on s'est mis à mettre le puits canadien, c'est une solution qui est intéressante et très énergivore, parce qu'en gros on a construit des sous-sols pleins de béton qu'on n'a pas l'habitude de construire, et des tubes en fonte qui traînent, il y en a plein. Et là donc on a mis c'est un ventilateur qui il prend le débit nominal de la classe, et en gros il y a un ventilateur il y a 2 ventilateurs par classe, donc ça fait quand même pas mal de ventilateurs qui sont eux par contre installés dans un sous-sol où on prend l'air, et ils font en gros des ventilateurs axiales donc, voilà. Et par contre donc une théorie il fonctionne tout le temps quand on veut mettre en marche le froid, et il fonctionne en gros ils ont une vitesse, ils n'ont pas d'autre vitesse. En gros la réalité est variable, mais on va l'installer sur une vitesse. Et là où c'est qu'on sait, parce qu'on a installé des photovoltaïques, parce que c'est low-tech, mais là on s'est lancé dans un truc, c'est pour ça que je disais le dernier c'est plus simple, parce qu'en gros on a mis des photovoltaïques et on a mis en place un onduleur qui fonctionne aussi s'il n'y a pas de branchement sur le réseau. C'est une chose qui n'est pas, apparemment, parce que je ne comprends rien, mais apparemment c'est une chose qui n'est pas très courante, et donc s'il y a une coupure du réseau, le photovoltaïque quand on est relais, on a mis un système pour ventiler 12 heures le bâtiment, même s'il n'y a plus d'électricité. Donc on rigole.
Une journée entière. Et voilà, donc ça va être un peu moins de low-tech et le débit, ça va être le début nominal. Donc, mais normalement, ça marche pas. Tous les deux, vous avez parlé plein de fois du low-tech et il se trouve que Emmanuel, lundi prochain, fait une conférence dans le cadre de l'ICEB, dont on a parlé tout à l'heure, qu'elle a cofondé avec Alain Bordarel et plein d'autres personnes. Pas cofondé? Non, J'étais pas encore là. Pas encore là. Donc, qui est l'Institut pour la conception éco-responsable du bâti, qui a aussi édité au moins 2 guides particuliers, enfin 3 guides, un sur le bâtiment frugal, un sur le confort d'été et un autre sur la ventilation naturelle. Avant cette expo, il n'y avait pas grand-chose, on va dire, d'accessible pour le commun des mortels, on va dire. Sauf ce livret qui est vachement bien. Et donc, l'ICEB qui a fait la semaine prochaine, c'est sur le low-tech avec Emmanuel. C'est en ligne. Il y a pas de, ce ne sera pas en Chevron cette fois-ci. Non. Donc, vous pouvez tout à fait regarder en direct ou en différé. Et Adrien avait une question. Oui, bonjour. En fait, je voulais savoir, dans le dernier projet que vous avez présenté sur Rony, vous aviez un registre en bas, là, une prise d'air en bas, et vous avez dit que vous l'avez abandonné, qui était derrière le radiateur. Là. Ah oui. Et ça paraissait assez bien de mélanger ça avec le chauffage, enfin juste à cet endroit-là. Voilà pourquoi quelle est la raison de l'abandon. C'est vrai que du coup je voulais pas parler de ça, j'ai commencé à en parler, je me suis dit ah bah non, fallait pas en parler. Bon, c'est pas grave, mais c'est que en fait l'idée c'était le dessin qu'on avait là, et il s'est retrouvé qu'on s'est confronté à une interface ventilation-structure insoluble dans cet espace où il y avait une idée assez ambitieuse et imaginative de faire comment ça s'appelle une grid shell, je sais pas comment c'est quoi ce truc un grid shell, donc c'est une espèce de structure bois autoportante super tramée, je ne connais pas plus que ça en structure, mais qui avait pas mal de contraintes. Ils voulaient faire une espèce de voûte sans poteau, mais qui avait du coup une structure qui était en diagonale par rapport à la façade, et du coup nos gaines devaient être radiales par rapport à la façade. En gros, à un moment, en fait, on n'arrivait pas à faire des gaines en dessous desquelles on puisse passer, quoi. Et il me semble que c'est pour ça qu'on a questionné le dispositif, qu'on avait un peu de mal à mettre en œuvre, et on s'est questionné aussi un truc qui était que, comme je l'ai un petit peu dit au début, en fait, la ventilation naturelle, elle reste assez intéressante, même quand on fait du simple jus, et en particulier dans un réfectoire où on ventile que 2 heures par jour. On s'est dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller mettre un échangeur à chaleur, de chaleur et tous ces dispositifs pour finalement un espace qui n'est ventilé que 2 heures par jour. Et on a fait notre petit calcul de point de table, on s'est dit, bon, peut-être que là-dessus, finalement, on laisse tomber et on a transformé, c'est en cours de chantier, je crois, on a fait une ventilation simple flux dans l'espace. Voilà. Et pour compléter, c'est que c'était un peu une bataille. On avait un peu sur un chéri dans la conception intégrée de cette pièce. Parce qu'en gros, il y avait une grid shell qui faisait 1,50 m de haut, plus des gaines qui faisaient des rédempteurs et des trucs complexes qui faisaient 1,50 m, parce qu'il fallait porter sans colle. Et donc, il y avait des poutres dans tous les sens qui faisaient 1,50 m. Les gaines, ils faisaient 80 cm de hauteur. Et ça faisait qu'on avait mangé à l'étage. Donc, à un moment, c'était un peu délirant. Heureusement, on s'est rattrapé un peu avant. Et en plus, on voulait faire porter ça par des poteaux gaines. Parce que ça, c'est... Voilà, c'était chouette, mais finalement c'est des poteaux gaines. La ventilation est faite par des poteaux qui portent. Mais c'est ça, on a simplifié un peu le tir. Et quand même, à un moment, il faut dormir. Oui, et puis maintenant, on se dit, en tout cas c'est ce qu'on a vécu à Lisbonne et puis dans d'autres bâtiments, on a une masse thermique importante à l'intérieur. On est vraiment bien isolé par rapport à l'extérieur. Et quand il y a les 30 gosses dans la classe, ils chauffent direct la classe. Et comme on est bien isolé et qu'on a de la masse thermique, finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre du chauffage? Et on ventile, si on ventile avec une ventilation traversante, ben, ça suffit finalement. Enfin, moi je me pose maintenant la question de... Est-ce qu'on ne peut pas accepter aussi des fluctuations de température? On se rend compte, on commence à réfléchir à ça avec la guerre en Ukraine, ça nous a
fait réfléchir aussi que peut-être on n'est pas obligé d'avoir 20 degrés tout le temps, ou même 19, ou même 21, je ne sais pas, mais que le corps aussi peut s'habituer. En tout cas, nous, en ce moment, on travaille sur, du fait du travail sur le low-tech qu'on a fait pendant 1 an, on travaille sur le confort d'été. On peut s'habituer à des températures plus hautes. Il y a une question aussi de mental, et le confort d'hiver aussi. Donc, peut-être que notre société, elle doit commencer à s'interroger sur tous ces systèmes qui sont, comme on le voit, quand même assez compliqués à mettre en place, que peut-être des fois il faudrait simplifier un petit peu et accepter que ça soit avec notre corps et avec peut-être notre habillement, nos activités. On pourrait faire un échauffement le matin en arrivant dans la classe, et puis voilà, ça suffirait. Voilà. Donc c'est des réflexions qui viennent. Il y a eu un thermicien qui a fait des films pour montrer que lui, il travaille dans un bureau, il fait 11 degrés, et il est habitué. C'est Pascal Lenormand, c'est assez drôle son truc. Et nous, il se trouve qu'à l'agence, on n'a pas eu de chauffage cet hiver, et on a acheté tous des sous-pantalons genre thermolactyle. On s'est mis des bonnets. Bon, ça fait un peu ridicule de travailler avec des bonnets, mais en fait, ça marche, quoi. On finit par s'habituer. Après, quand on allait quelque part où il faisait 19 degrés, on trouvait qu'il faisait affreusement trop chaud, quoi. Donc, je sais pas, c'est des réflexions qu'on commence à avoir, en tout cas, à l'agence. C'est une question sur la ventilation donc, des salles de restaurant là, dans les écoles. La partie du coup office, enfin cuisine, elle continue d'être faite mécaniquement ou elle est intégrée Oui, la réponse est simple, c'est que là, on ne s'est pas amusé à faire autre chose parce que de toute façon, sur les hottes, on n'a pas trop le choix que de faire la ventilation mécanique sur l'extraction au niveau des feux, et donc, du coup là, on n'a pas du tout fait de ventilation naturelle. Là, on se pose une question, c'est plutôt parce que c'est une bonne question, parce que c'est une grosse source de dépenses d'énergie dans les projets. Parce qu'en fait, on s'amuse à essayer de récupérer la chaleur sur 750 m3 sur une classe, et puis dans l'office, on a 7000 m3 à plein régime, où on amène de l'air froid et on nous demande de le préchauffer. Et là, il y a un projet où on a une première entreprise qui nous a dit que ça semblait OK de ne pas préchauffer l'air qui arrive, parce que c'est vrai que l'air dans la cuisine qui a amené froid arrive dans une ambiance où il y a des feux, des fours, etc. Et globalement, ça marche à peu près comme ça. Mais c'est encore un questionnement, parce que voilà, il ne faut pas non plus trop prendre à légère le fait qu'il y a des gens qui travaillent là-dedans toute la journée, et que d'avoir des courants d'air froid à 0 degré, même s'il y a des feux à côté, c'est un sujet qu'on ne maîtrise pas trop encore, mais sur lequel il y a enfin nous en tout cas chez Switch, et sur lequel il y a pas mal d'enjeux. En tout cas, c'est mécanique. S'il n'y a pas d'autres questions, on va aller prendre l'apéro. On s'arrête là. Très bien, merci beaucoup. Je rappelle que la dernière conférence est demain, même lieu, même salle, même heure, avec Pascal Gontier et Michel Delplace de ANMA, son nouveau nom, content, qui eux vont nous parler de l'intégration de la ventilation naturelle dans leur projet, bien évidemment, et comment ils l'ont intégré dans l'écriture architecturale, dans le travail de l'enveloppe et de la façade. Donc à 19h ici avec Pascal Gontier et Michel Delplace. Si vous n'avez pas encore vu l'expo, il faut aller la voir. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour y aller et emmener vos amis, vos collègues, vos camarades de classe.
pour qu'ils apprennent tout ça. Le super livret qui a été réalisé pour l'occasion, qui compile la vingtaine de projets. Je ne sais pas s'il en reste des exemplaires. En tous les cas, il y a un PDF téléchargeable, diffusable gratuitement, sans droit d'auteur, en Creative Commons, comme d'habitude pour la ville de Rosny. Vous pouvez le trouver sur le site de l'école de Paris-la Villette, sur Topophile, sur le site de Switch peut-être, non pas encore, pour peut-être un moment. Voilà, bon, si on cherche un petit peu, on trouvera. Ah, c'est parfait, Jean-Pierre, on l'a trouvé, donc vous êtes voilà, les premiers arrivés, prenez ça. Merci à vous et à demain, au revoir.